À la une de ce journal, situation précaire à Goma. Les combattants du M23 et les soldats rwandais tentent de sécuriser la ville alors que la population subit des vols et des pillages et fait face à une incertitude grandissante. Et puis appel des Nations Unies à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, retenus depuis 1 an et demi après le coup d'État de juillet 2023, alors que l'ancien président nigérien est isolé à Niamey. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal international. 2 semaines après leur entrée dans Goma, les combattants du M23 et les soldats rwandais qui les soutiennent cherchent à sécuriser le chef-lieu de la province du Nord Kivu, notamment dans ses quartiers périphériques. Mais en ville, la situation reste précaire avec encore de nombreux vols et pillages auxquels s'ajoute pour la population l'incertitude des jours à venir. La crainte de la nuit, la peur des pillages, l'incertitude et la multiplication des armes abandonnées en ville, tels sont les principaux motifs d'inquiétude de cette habitante de Goma. On dit qu'il y a beaucoup de voleurs à main armée, en raison du grand nombre d'armes qui ont été laissées par des mercenaires ici et là. Chaque nuit, il y a des coups de feu. On parle aussi d'embuscades. C'est un peu flou. On ne sait pas trop ce qui se passe à Goma actuellement, affirme-t-elle ainsi. De son côté, le M23 indique lui que toutes les interdictions ont été levées, notamment celle de rouler la nuit à moto. Le groupe armé a également mis en place une force d'intervention, explique pour sa part ce commerçant. Le grand problème à Goma, c'est l'insécurité. Les pillages et les incursions dans les maisons, la nuit, ont commencé. Le M23 a distribué aux gens son numéro d'intervention. C'est quelque chose de nouveau et ça rassure un tout petit peu, confie-t-il. Mais pour d'autres habitants du chef-lieu du Nord Kivu, la présence des hommes du M23 n'apporte que des problèmes accentués par la crise économique et alimentaire. Les mauvais coups, c'est toujours la nuit que cela se passe. Des personnes sont tuées dans leur maison. On essaie de voir un peu comment on peut s'adapter, mais malheureusement, nous souffrons vraiment beaucoup. Rien ne va ici, raconte l'un d'eux. Isolé, la population de Goma qui vit dans l'attente de la réouverture de l'aéroport international espère aussi celle des banques, car le manque d'argent accentue le sentiment général d'insécurité dans la ville. Enlevé dans la soirée du mercredi 5 février à Bamako par des hommes en civil alors qu'il sortait de la mosquée, Daouda Magassa est en détention à la sécurité d'État selon des informations recueillies par RFI. L'arrestation de ce farouche opposant aux autorités maliennes de transition vise à empêcher le retour de l'imam Mahmoud Diko qui vit actuellement en exil en Algérie mais dont les soutiens annoncent l'arrivée au Mali pour ce vendredi 14 février. C'est lui qui mobilisait pour la venue de l'imam, alors que les soutiens de l'imam Diko, qui vit en exil en Algérie depuis plus d'1 an, annoncent son retour au Mali pour le vendredi 14 février. C'est ainsi qu'une source sécuritaire malienne justifie l'enlèvement de Daouda Magassa, mercredi dernier à Bamako, et celle-ci d'expliquer que la sécurité d'État, les services de renseignement maliens, est à la recherche d'informations sur l'arrivée du religieux, ainsi que sur ses sources de financement et ses collaborateurs. Or, Daouda Magassa, qui est en charge des questions religieuses au sein de la CEMAS, la structure qui rassemble les organisations soutenant Mahmoud Diko, n'occupe pas seulement cette fonction, il est aussi l'un des porte-parole de la commission de retour de l'imam, qui est non seulement l'un des premiers pourfendeurs des militaires au pouvoir, mais aussi une voix influente dans le pays, capable de mobiliser les foules et de remplir des stades. L'enlèvement de Daouda Magassa a donc pour but d'obtenir des informations sur le retour annoncé de l'homme, dont il est l'un des plus proches collaborateurs, a lui envoyé un message pour tenter de dissuader de rentrer, estime l'un des soutiens à l'imam. C'est de l'intimidation et ça va continuer, déclare-t-il ainsi, rassurant voir lui-même était menacé par téléphone et suivi dans les rues de Bamako ce dernier jour, comme d'autres membres de la CEMAS.
Comme le veut la tradition à la veille de la fête de la jeunesse célébrée au Cameroun ce mardi 11 février, le président Paul Biya s'est adressé à ses jeunes compatriotes lundi soir. L'occasion pour le chef de l'État de multiplier les promesses en termes d'emploi et de formation et de réaffirmer sa volonté de continuer à relever les défis auxquels les Camerounais sont confrontés alors qu'une élection présidentielle est prévue en octobre prochain dans le pays. À la veille de la 59e édition de la fête de la jeunesse, une fête généralement marquée par des parades des jeunes élèves et des étudiants partout dans le pays, le président camerounais Paul Biya a prononcé un discours dans la soirée du lundi 10 février. En préambule, celui-ci a d'abord tenu à adresser ses félicitations aux Lions indomptables pour leur qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui démarrera au Maroc à la fin de l'année. Étant qu'à parler football, celui-ci en a aussi profité pour dire un mot de l'interminable crise qui divise actuellement les acteurs du ballon rond camerounais. La dynamique positive dont nous nous félicitons aujourd'hui n'apportera tous les fruits espérés que si la concorde, la solidarité et l'esprit d'équipe règnent au sein et autour de l'équipe nationale. J'en appelle à cet égard au sens des responsabilités de tous les acteurs, a-t-il déclaré à ses propos. Paul Biya a ensuite consacré une longue partie de son allocution aux questions de formation et d'emploi, notamment pour les jeunes, annonçant à ses propos la mise en place d'un nouveau cadre pour les primo-demandeurs d'emploi. Année électorale oblige. Il a aussi invité ses jeunes compatriotes à s'y préparer, en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité, sans toutefois se priver de tacler aussi ses adversaires politiques. Je vous demande de ne pas prêter oreille aux sirènes du chaos qui font retentir certains irresponsables, a-t-il enchaîné. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leurs desseins pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormir par les promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qui essaie de vous vendre, a-t-il poursuivi. Enfin, comme lors de son adresse du Nouvel An le 31 décembre dernier, lors de laquelle il avait dit que sa détermination à servir était intacte, le président camerounais s'est une nouvelle fois projeté en déclarant notamment « Je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés ». Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Quelques semaines seulement après une longue absence de Paul Biya du Cameroun, qui avait suscité inquiétude et fausses nouvelles sur son état de santé à l'automne dernier. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a appelé lundi 10 février à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse Hadiza. Renversé par un coup d'État en juillet 2023, coupé de tout contact avec l'extérieur, l'ancien président nigérien est détenu avec sa femme depuis 1 an et demi dans une aile de la résidence présidentielle à Niamey. Seul son médecin est autorisé à lui rendre visite. Pour le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, Mohamed Bazoum et son épouse Hadiza sont détenus de manière arbitraire en violation du droit international. La mesure appropriée consisterait à les libérer immédiatement et à leur accorder le droit d'obtenir réparation. Les experts onusiens ne disent rien de nouveau, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ayant lui-même déjà appelé à la libération du président nigérien et même à sa réintégration à la tête de l'État depuis qu'il est arbitrairement détenu à la suite de son renversement par un coup d'État le 26 juillet 2023. Leur avis a toutefois été immédiatement saisi par les avocats de Mohamed Bazoum. Dans un communiqué, ils rappellent que le président déchu et son épouse sont privés de tout contact avec le monde extérieur, famille, amis et même avocats depuis octobre 2023. Seul un médecin peut leur rendre visite pour leur apporter de la nourriture et des médicaments, écrivent-ils encore. En réponse aux experts de l'ONU, le régime militaire nigérien a accusé Mohamed Bazoum d'avoir échangé au téléphone avec des forces
obscurantiste ennemi du Niger pour commanditer une attaque, des actes assimilés au complot et attentats contre la sûreté de l'État et au chef d'accusation d'intelligence avec des puissances étrangères. En juin dernier, le Niger a levé l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, ouvrant la voie à un procès dont la date n'a jamais été fixée. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucun doute. Le président Mohamed Bazoum est l'otage d'une junte qui s'en sert comme d'un bouclier humain, a réagi dans un communiqué Maître Moussa Coulibaly, l'un des avocats de l'ancien président nigérien. En Libye, le bureau du procureur général libyen a annoncé dimanche 9 février que les corps de 28 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés dans une fosse commune près d'un centre de détention illégal dans la région de Koufra, dans l'extrême sud-est du pays. 3 hommes, dont 2 étrangers, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de migrants. C'est une opération des forces de sécurité qui a permis de retrouver ces corps enterrés près d'un centre tenu par un réseau de trafiquants d'êtres humains en Libye. Selon le bureau du procureur, il s'agit d'une bande qui les torturait et les soumettait à des traitements cruels, dégradants et inhumains. Dans le centre, 76 migrants originaires d'Afrique subsaharienne étaient séquestrés. Des photos publiées dans le week-end sur les réseaux sociaux montrent des individus couverts de cicatrices sur le visage et le reste du corps. Pour le chercheur Jalel Al-Chaoui, ces tortures sont fréquentes dans les centres de détention de migrants et servent de moyen de pression pour extorquer de l'argent aux familles. Les migrants ont pu être tués pour l'exemple, considère le chercheur, afin de maintenir un climat de peur et d'intimidation. On oblige les migrants à contacter leurs familles qui sont restées au pays et on exige de l'argent. Quand la famille n'obtempère pas, on les torture. Si on remarque à chaque fois qu'on les torture un peu, mais qu'on les laisse vivants, eh bien, cette technique-là perd de la crédibilité. Et donc, pour garder un vrai phénomène de peur, une vraie intimidation avec beaucoup de crédibilité, on se retrouve à exécuter ceux qui refusent ou dont les familles refusent d'obtempérer, explique Jalel Al-Chaoui. Autre possibilité, une négligence ou un oubli des geôliers dû au conflit interne dans le camp de Khalifa Haftar qui contrôle l'est de la Libye. Parfois, ce sont des centres de pouvoir qui sont en compétition avec la brigade ou les brigades principales de Haftar. On assiste parfois à des affrontements parce que c'est perçu pour les brigades arabes de Haftar comme une espèce de vol de parts de marché. C'est donc pour ça que parfois, on assiste à des attaques des brigades du Haftar contre les passeurs. Et sur ces entrefaites, à cause des affrontements, on revient quelques jours après et on trouve un entrepôt où tout le monde est mort de faim, poursuit le chercheur. Fin janvier, le bureau du procureur général basé à Tripoli a ordonné l'incarcération de 2 membres d'une bande criminelle accusés de torture à l'encontre de plus de 263 migrants originaires d'Afrique en situation irrégulière. Sur le continent, la Libye reste l'une des principales plaques tournantes du trafic d'êtres humains. L'enquête est toujours en cours. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève l'édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à tous.